Bonjour, c'est Philippe Giraud pour la suite du tutoriel sur le traitement des formulaires en JavaScript. Alors dans le premier épisode, si je peux dire, je vous ai fait voir comment intégrer à l'intérieur d'un formulaire des calculs. Avec cet exemple ici qui permettait donc de faire des totaux lignes, des totaux colonnes, ici le total hors taxe, calcul de TVA par rapport à un taux fixe et somme totale TTC. Et donc qui nous donnait un code dans ce genre-là avec deux écritures possibles, soit en accédant aux éléments par le getElementById et en récupérant la valeur donc des champs, soit par cette écriture ici, en utilisant les names des balises HTML, ici le name du formulaire BDC et le name du champ HT1. Donc ici deux écritures, principalement celle-ci, mais qu'on peut généraliser avec le getElementById dans la réalité. C'était un premier sujet, faire des opérations. Donc ici, multiplication, et ça ne posait pas de problème puisque l'opérateur étoile n'a qu'une seule signification. Ici, des plus pour faire les totaux. Et là, ça posait problème parce qu'un plus sur un champ texte est vu comme une concaténation, d'où l'utilisation des fonctions de conversion de type comme parseFloat. Ici, multiplication par une valeur en dur. Voilà. Dans ce tutoriel, aujourd'hui, on va rajouter ce que l'on fait dans tous les formulaires, c'est-à-dire des tests de saisie. Alors, un test de saisie dans un formulaire comme celui-ci, on peut imaginer des tas de choses. Alors, on imagine déjà que les prix unitaires ici seraient en dur et non pas dans des champs saisissables. Donc, ça veut dire que les trois champs à saisir sont les quantités. Ici, on pourrait vérifier quoi? On pourrait vérifier qu'un champ est rempli. Est-ce que sa valeur n'est pas vide? Champ obligatoire. Ça, c'est un test très fréquent qu'on rencontre dans beaucoup de formulaires matérialisés par la petite astérix que vous connaissez. Donc, vérifier qu'un champ n'est pas vide. Deuxième contrôle que l'on peut faire après, vérifier que cette information est numérique. Parce qu'une quantité qui serait B ou bonjour, ça ne veut pas dire grand-chose. Donc, numérique. On pourrait après vérifier que cette valeur numérique est entière, par exemple, si on empêche de commander des quantités partielles. On peut vérifier que cette quantité est positive, parce que veut dire commander moins 3 produits? Ça n'a pas forcément de sens. Dans le cas général, ça n'a pas de sens. On pourrait vérifier que la quantité commandée est dans la limite d'un maximum, soit arbitraire, soit une valeur qu'on aurait récupérée au moment de la génération de la page dans la base de données pour la gestion de stock. Donc vous voyez que ces tests sont multiples. Et là, on ne parle que de valeurs numériques. Après, vous avez toutes les valeurs texte dans lesquelles on peut tester tout ce qu'on veut, qu'un nom est composé que de lettres, qu'un prénom pareil, qu'un code postal ne contient que des chiffres, qu'un numéro de téléphone a un certain format, qu'une adresse mail est bien une adresse mail, en respectant une syntaxe avec l'arrobase, mais une seule fois, pas deux. Enfin, tout. Vous voyez que la porte est ouverte à énormément de contrôles. Alors, moi, ce que je vais surtout vous faire voir, c'est comment l'implémenter à l'intérieur du code. Puis après, à l'intérieur de la fonction, vous pourrez mettre tous les tests que vous voulez, une fois que vous en aurez compris le principe. Ici, moi, je vais m'attacher à un test très simple pour montrer la syntaxe. On va contrôler que les quantités ne sont pas supérieures à une certaine valeur. Mais une fois qu'on a compris ça, il suffit de changer les tests que l'on fait pour tester d'autres choses. Ici, dans mon code, j'ai regroupé déjà tout dans une fonction. Donc, ça va être assez simple. Il serait bien que je vérifie la saisie avant de faire des calculs. Puis évidemment avant d'envoyer au serveur, mais aussi avant de faire les calculs. Parce que là, je peux faire des calculs que si mes valeurs sont bonnes. Donc ça veut dire que mes tests, ils vont être là. Donc avec le if, c'est ici que je vais coder ce que je veux tester. Alors après, quand on fait des tests multiples, la question c'est comment on les enchaîne, dans quel ordre on les enchaîne. Alors quand on a un formulaire, là j'ai 3 champs à tester, il y a 2 principes. Soit je teste le premier, et s'il y a un problème, je mets tout de suite un message, et je bloque tout. Et je demande à l'internaute de corriger le premier champ. Puis je relance la validation, et si le premier est bon, alors je m'intéresse au deuxième. Et pareil pour le troisième. Donc on n'en teste qu'un à la fois. Ça c'est une possibilité. L'autre possibilité, c'est de parcourir tous les champs, et de détecter partout où il y a des problèmes, et de faire voir à l'internaute partout où il doit apporter des corrections. Donc c'est 2 principes différents que je vais essayer d'illustrer ici. Ici, donc, les quantités, elles sont... Je peux les récupérer grâce à ça. J'ai dit que moi, j'allais tester par rapport à une valeur en dur. Alors, je vais dire que
si je commande plus de 10 produits, c'est un problème. Vous comprenez que c'est arbitraire. Et donc, je vais mettre un message d'alerte. Trop. Donc, c'est un test, ici, simple, qui permet de vérifier la syntaxe. Donc, j'actualise, je calcule. Le système calcule toujours tous les totaux à faire. Il ne se passe rien. Bah oui, parce que ma quantité, a priori, elle est bonne. Si je mets plus de 10, le système me met un message d'alerte. Alors, il se trouve qu'il fait quand même le calcul. Donc, ça veut dire que généralement, on va rajouter, quand on fait des tests, on va traiter les cas à problème et l'action principale à faire, ici pour l'instant, des calculs, se fera dans le else. Si je respecte l'indentation. Voilà. Donc ça veut dire ici, j'actualise ma page, quand la valeur est bonne, ça calcule. Quand la valeur n'est pas bonne, ça met le message d'alerte et ça ne calcule pas. Voilà, j'ai déjà quelque chose de plus propre. Maintenant, on peut se dire, mettre un message d'alerte, bon, c'est bien, mais enfin, c'est un peu old school. Donc, est-ce qu'on peut faire quelque chose de plus ergonomique, plus web design? Alors, vous avez compris, quand on voit la tête de ma page, que c'est pas mon sujet principal. Mais on va quand même se demander si on ne peut pas faire quelque chose pour visuellement faire apparaître le problème. Alors ici, on a des champs qui sont sur fond blanc. Ben, un truc tout simple, ça serait d'aller changer la couleur de quelque chose. Donc par exemple, la couleur de fond du champ qui pose problème. Donc ça, au lieu de faire un message... Bon, pour l'instant, je vais laisser le message d'alerte éventuellement. Dire je veux changer la couleur d'un champ, ça va ressembler à ça. C'est-à-dire, on va dire... Sur ce champ qui s'appelle Qt1, eh ben, on va changer la couleur du fond. Alors la couleur du fond, c'est pas vraiment du HTML, c'est du style à l'intérieur de la balise. Alors c'est généralement géré en CSS. Si j'avais un CSS qui servait à quelque chose, parce que là j'ai un lien, mais en fait j'ai pas de fichier CSS, donc ça sert à rien. Je peux même l'enlever. Si j'avais un CSS, il serait défini des fonds, des couleurs, des bordures, etc. Ici, pour l'instant, j'ai rien de défini. Mais bon, c'est pas grave, je vais partir du blanc et puis éventuellement, quand ça m'intéresse, je vais lui dire que je veux passer à une autre couleur. Alors, le champ ici s'appelle Background Colors. Color, pardon, il n'y a pas de S. Et je lui donne une valeur, au même titre qu'on le ferait dans un fichier CSS, et je vais mettre un truc un peu brutal, mais enfin au moins on verra bien le problème. Égal red. Cette syntaxe ici, c'est la syntaxe JavaScript qui permet d'accéder à la propriété de style. Donc j'actualise ma page, je mets 20, je clique sur calculer, le système me met un message d'alerte et quand je valide le message d'alerte, le système déroule cette ligne et m'affiche ici le champ en rouge. La question, c'est peut-être que vous posez, c'est le nommage ici du background color dans cette syntaxe-là, donc c'est-à-dire avec un C majuscule, pas de tiret, c'est-à-dire pas comme on l'écrira en CSS, d'où ça vient et où on le trouve. Donc pour ça, et c'est assez simple, on va dans une référence de langage, on va en CSS. On va voir la propriété qui nous intéresse, ici background color. Donc là, c'est une référence CSS, j'insiste. Donc le système vous explique tout ce qu'il faut faire pour l'écrire dans du CSS, background-color. Et vous allez trouver quelque part ça, JavaScript syntaxe, ici, avec la syntaxe qu'il faut utiliser à l'intérieur du JavaScript. Donc ici, vous voyez le nommage, l'objet.style.background-color. Bon, voilà, on n'invente rien, on va chercher dans les références. Alors là, j'ai testé le premier champ, ça serait bien de tester les autres. Alors c'est là que ça change, en fait. Soit on fait des else if, soit on enchaîne plusieurs tests pour afficher tous les champs qui vont pas en rouge. Alors ici, bon, ça va être l'occasion d'utiliser le else if. Je vais enchaîner comme ça. Donc ici, je copie.
je colle, donc ça c'est le deuxième champ, et puis le troisième, je prends ça. Donc je fais des tests en cascade, hein. Si le premier est bon, alors je teste le deuxième et le troisième, donc je change évidemment les valeurs ici. Donc je teste le deuxième et je change la couleur du deuxième, je teste le troisième et je change la couleur du troisième. Et puis les messages d'alerte ici m'intéressent plus trop, parce que c'est un peu bloquant. Voilà, donc ici, si mes valeurs sont inférieures à 10, a priori tout se passe bien et le calcul se fait. J'arrive dans le dernier else. Si je mets une valeur qui ne va pas bien, le système me l'affiche en rouge. Si je corrige et que je change une autre, et ben le système me détecte la deuxième en erreur. Le problème c'est quoi? C'est qu'en effet la première n'est plus en erreur, mais comme il n'y a rien qui lui remet la couleur d'origine, on a un petit problème. Donc ça veut dire que ici je vais le résoudre très simplement, mais évidemment que dans l'écriture il faudrait optimiser un petit peu ça. Je vais définir ici que je vais remettre les champs à blanc systématiquement au début des tests sur les 3 champs. Voilà, et donc je refais la même manipulation. Si je mets 20 ici, c'est rouge. Je remets 2 et ici je mets 30. Le système remet à blanc parce que c'est bon. Et par contre sur le deuxième, remet à rouge. Donc ça, c'est bien pour le test et l'affichage. Maintenant, si j'utilisais l'autre bouton, c'est-à-dire le bouton Submit, qui appelle la même fonction, mais qui fait donc un Submit, ici on se rendrait compte que on a un départ vers le serveur. Alors attendez, donc je recommence. Ici, tac, 30. Que donc il a fait les tests, mais qu'on a quand même eu un envoi au serveur. On le voit ici dans la query string, ici, point d'interrogation, avec les champs de l'URL. Donc il n'a pas fait le calcul, certes, mais il a fait quand même le submit. Donc ça, c'est ce qu'on ne veut pas. Pour ça, on va juste utiliser la possibilité du return. Bloquer un submit, c'est faire un return false à l'intérieur de l'événement submit. Donc ici, je vais rajouter quelque chose pour que la fonction fasse un return true quand tout va bien, c'est-à-dire quand il a fait les calculs. Et dans tous les autres cas, ici, je vais demander à la fonction de faire des return false. Donc, quelle que soit l'erreur, je fais un return false. Et ma fonction, ici, je vais l'appeler en faisant un return, c'est-à-dire un return de ce que retourne la fonction. Donc l'événement va faire un return de ce que retourne la fonction. Ça veut dire que ici, quand tout est bon, le système a bien appelé le serveur, on voit l'URL, vous avez aperçu les données s'afficher. Je vais peut-être ajouter ici un message d'alerte pour justement qu'on voit ce qui se passe. Voilà, donc ici, on envoie, les valeurs sont calculées, on envoie et ça part dans l'URL. Et si je crée une erreur, le système affiche en rouge et n'envoie pas. Alors pour bien le voir, je vais me remettre sur la page ici vide, je crée l'erreur, j'envoie, le système a détecté une erreur, affiche en rouge, l'envoi ne se fait pas, vous voyez la query string qui n'est pas passée, et puis vous ne voyez pas le message d'alerte que j'ai prévu pour cela. Donc voilà une écriture assez classique de test qui gère un affichage visuel pour indiquer où sont les erreurs, qui fait les opérations que quand c'est bon en termes de saisie, côté client j'insiste, et qui ensuite envoie ou pas vers le serveur. Et puis la suite, ça sera côté serveur qu'on pourra faire les tests complémentaires avant d'aller dans la base ou de faire ce qu'il y a à faire. Voilà, je vous remercie, à bientôt. Au revoir.